Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne, ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau grand entretien de Ciel et Espace enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la ville de Paris. Le tout orchestré donc par l'Association française d'astronomie, qui proposera tout l'été avec Paris sous les étoiles de découvrir dans les parcs de la capitale d'autres stars complémentaires, évidemment de celles des Jeux Olympiques. En attendant, c'est d'espace dont nous allons parler, en une période cruciale donc pour l'Europe et son lanceur Ariane 6, dans un paysage international en pleine ébullition avec le bulldozer SpaceX, les succès lunaires de la Chine et les promesses des entreprises du New Space, et j'en passe, et sans doute des meilleurs. En compagnie de Xavier Pascaud. Bonjour. Bonjour. Xavier, vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et un fin connaisseur des questions de politique spatiale, en particulier américaine. Vous êtes l'auteur en 2017, 5 ans, 6 ans presque maintenant, je pense que la réédition est attendue avec impatience, d'un livre au CDRS qui s'appelle Le nouvel âge spatial, de la guerre froide au New Space. Ça va vite. En préparation pour septembre, devrait sortir en septembre. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Dans quelques semaines, donc quelques jours, si tout se passe bien, ça sera dans la première quinzaine de juillet 2024. Les Européens vont procéder depuis le Centre spatial guyanais au vol inaugural d'Ariane 6. Alors, après 4 ans de retard, 4 milliards d'euros investis, au moment même où l'Europe est privée d'accès à l'espace depuis octobre 2023, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enjeu est crucial. Alors, avec le recul nécessaire à l'observateur avisé, comme je le disais, et indépendant que vous êtes, je tiens à le préciser, comment est-ce que vous jugez ce moment? Que s'est-il passé pour qu'on en soit arrivé là? Quelle est votre analyse? Je crois qu'il y a il n'y a pas un seul facteur qui explique une situation pareille. Alors, dans le cas d'Ariane 6, mais je dirais qu'il faut effectivement resituer cet accident un peu industriel Ariane 6 avec une rupture, là, pour le coup, de service de lancement, ce qui était quand même pour l'Europe très important. Hein. La souveraineté, la garantie de l'autonomie, c'est d'abord l'autonomie d'accès à l'espace. On peut accéder par soi-même à l'espace. Et là, on a eu ce hiatus. Ça va se résoudre. Il y a eu des problèmes techniques. Je crois qu'il y a eu surtout des transformations dans le domaine spatial qui ont un peu pris tout le monde par surprise, qui ont accentué les pressions d'où qu'elles viennent, pression industrielle, pression européenne, pression internationale, et qui ont conduit à des décisions qui ont été plus longues à mettre en œuvre et plus longues en termes d'accords collectifs pour l'Europe en particulier, parce qu'elles avaient des conséquences politiques, industrielles, économiques, sans commune mesure avec les programmes précédents. C'est-à-dire que face à une montée en puissance d'un nouveau type d'espace, pour tout dire, l'espace, c'est pas commercial à l'origine. L'espace, ce sont des gouvernements qui investissent dans des moyens pour des raisons stratégiques. Et le cas échéant, on gagne un peu d'argent avec. Quand vous êtes dans le monde des satellites et de la télévision, il vaut mieux faire la télévision que la partie satellite. C'est là où vous allez gagner de l'argent. Et donc, pendant des décennies, l'espace a d'abord reposé sur des investissements longs, régaliens, qui, en fait, ont permis de stabiliser une industrie et une filière. Et là, on se trouve tout d'un coup, dans les années 2000, aux prises avec quelque chose qui a changé, essentiellement à l'initiative des États-Unis,
Si on fait un petit retour sur l'histoire, SpaceX n'est pas arrivé de nulle part. SpaceX est arrivé en réalité d'un changement de paradigme, d'un changement de perspective, d'optique, prise par le gouvernement américain dans les années 90, avec l'idée qu'il fallait reconvertir, au moment où la guerre froide se terminait, il fallait reconvertir les énormes moyens qu'on avait investis dans le domaine spatial pour en faire des moyens qui garantiraient la prééminence américaine dans le domaine économique et industriel. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à commercialiser l'espace, à forcer la commercialisation de l'espace, avec d'ailleurs comme premier client l'État lui-même, qui va avoir suffisamment de moyens pour lancer des entreprises. Ça va commencer avec l'observation de la Terre, et ça va semer les graines de cette deuxième vague qu'on appelle le New Space. C'est avec Bill Clinton. C'est Bill Clinton. Moi, je date le vrai changement fondamental dans la manière de conduire les affaires spatiales dans le monde, mais d'abord aux États-Unis, de l'ère Clinton. L'idée, c'était de dire, pour faire simple, on va finalement étendre les capacités à commercer, à faire du commerce, à faire du marché, à étendre l'idée de marché libre on va libéraliser un petit peu ces activités-là, de manière à ce que les pays qui le font, eh bien, finalement, deviennent une forme de démocratie libérale. Il y avait cette idée d'engagement. Il fallait engager les pays qui étaient encore dans le monde post-soviétique à devenir des pays qui feraient d'abord du commerce. Et le spatial a beaucoup servi à ça. Mais le spatial, ce n'était pas quelque chose qui était choisi de manière tout à fait par hasard. Le spatial, ça donne un bonus aux pays qui sont technologiquement avancés, financièrement puissants et politiquement normatifs. Et donc, d'une certaine manière, en transformant le spatial de cette manière, les États-Unis écrivaient les règles d'un nouveau jeu qu'ils allaient jouer et qu'ils allaient inviter les autres à jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Pourtant, Elon Musk va d'abord en Russie demander aux Russes s'ils sont d'accord pour lui vendre des lanceurs, ce qui est quand même pas, franchement, des nouvelles technologies quand même. Ah, tout à fait. Alors Elon Musk part effectivement de cette obsession qu'il a pour d'aller sur Mars. Enfin, il a cette idée très tôt, hein, et c'est pour ça qu'effectivement, il va en Russie avec 2 Américains d'ailleurs, dont Michael Griffin, qui n'est pas très très désireux de le voir faire affaire avec les Russes, parce que il imagine qu'en fait ce jeune Sud-Africain devenu américain ne va pas réussir, ne va pas parvenir à ses fins. Et finalement, les Russes, effectivement, une forme de rebuffade devant ce type qui veut acheter 3 lanceurs pour envoyer une souris sur Mars. Les Russes, en fait, se disent on a affaire à un hurluberlu et donc on va facturer ça, on va lui faire un devis complètement. Et c'est ce qu'on dit dans sa biographie, hein, dans le taxi qui le ramène à l'aéroport à Moscou, il dit puisque c'est comme ça, je construirai mes propres fusées. Et c'est le début de SpaceX. Quelques années plus tard, on le retrouve devant les patrons de l'espace, européens en particulier, en leur disant voilà, je m'appelle Elon Musk, je démarre une société qui s'appelle SpaceX, et dans 10 ans, vous êtes tous morts. Voilà, ça va être... Ils en rigolent. Ah, tout le monde en rigole, mais tout le monde rigole de Musk pendant des années, en réalité. Parce que le logiciel Musk n'est pas un logiciel spatial normal, indépendamment de la crédibilité technique ou de la fiabilité de ce type qui peut être mise en question, légitimement. Surtout, cette manière de faire de l'espace est une manière complètement étrangère aux réalités connues. Et donc, on prête pas vraiment attention à ce type. Mais ce qu'on n'a pas compris, et sans doute ça c'est un problème qu'on a eu en Europe, on a sous-estimé la profondeur des transformations du secteur spatial américain et des mécanismes de la politique spatiale américaine. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas une privatisation de l'espace, c'est un réaménagement des relations entre l'acteur public et des nouveaux acteurs privés, qui chacun tire mutuellement bénéfice de l'autre, les acteurs privés de l'injection d'argent massive de la part du gouvernement américain, et le gouvernement américain, d'une certaine manière, de l'externalisation en achetant du service, en faisant peser sur l'industriel le risque éventuel de retard, de surcoût, etc. Et ça a pris 15 ans à monter aux États-Unis. C'est quelque chose qui a été très compliqué, qui n'est pas encore totalement fini. Ça a été le cas dans les satellites, ça a été le cas dans les lanceurs, ça explique largement l'avènement du New Space. Le New Space, c'est quelque chose qui a pu prendre essor sur un terrain favorable. Le terrain était préparé. C'est la difficulté qu'a eu l'Europe. Ça a été brutal. La prise de conscience a été brutale. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a vu ces types arriver, que ce soit Musk, que ce soit Bezos, que ce soit Planète avec les petits satellites, que ce soit... Voilà, on a eu tout un tas de gens qui prétendaient mettre des milliers de satellites en orbite. Jusqu'à ce qu'ils soient mis en orbite, on n'y croyait pas. Et ces types mettent des milliers de satellites en orbite. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une révolution ? Alors,
le mot entre guillemets, hein, mais technique, qui est le réutilisable. Je vais juste vous citer ce que disait le responsable commercial d'Arianespace en 2013, à l'occasion d'une conférence internationale. Il disait « SpaceX vend du rêve, la réutilisation est du rêve, on ne va pas se fatiguer à répondre à du rêve. » Et d'ailleurs, je crois que cette intervention fait le tour d'Internet parce qu'elle a été filmée, elle est sur YouTube, Elle etc. est sur YouTube. Et le pauvre gars qui l'a prononcé, me semble-t-il... Il s'appelle Richard Ball. Oui, il n'a pas de ball. Alors, c'est toujours facile, hein, a posteriori, de critiquer, mais c'est vrai ça donne bien la mesure des certitudes dans lesquelles on vivait. Or, ces certitudes en Europe, on vivait avec ces certitudes parce que ça ronronnait tranquillement depuis des décennies. Le client était un client sûr, c'est le client public européen. La filière était alimentée par des fonds publics à hauteur de ce dont les gouvernements avaient besoin, donc quelques tiers par an. Et là, on a un type qui prétend faire du réutilisable. Alors déjà, la notion de réutilisable, elle était déjà un peu, sulfureuse, parce que dès qu'on parlait réutilisable dans le domaine spatial, et pas seulement en Europe d'ailleurs, pour tous les spécialistes, ça évoquait la navette. Et la navette, c'était vu comme un très beau programme technologique, mais qui avait été en fait complètement plombé par cette vision de réutilisation. En fait, ça n'avait pas tenu les promesses de baisse de coûts. Au contraire, hein, on refaisait des moteurs, etc. C'était sans doute le véhicule le plus cher par kilo en orbite, certainement. Plus d'1 milliard de dollars au lancement. Aux États-Unis même, on avait décidé d'arrêter ce programme. Et donc, finalement, réutilisable, c'était devenu un tabou. Aucun ingénieur qui aurait prétendu se faire embaucher chez Ariane Group, à cette époque, n'aurait présenté comme projet de faire du réutilisable. Il aurait été immédiatement, on aurait dit, au revoir monsieur, on va pas faire affaire avec vous. Musk va dans cette direction et réussit finalement, etc. Et là, on se fait prendre vraiment par surprise parce qu'à la fois, on a ce doute technique, et on se dit, non, mais les étages qu'il va réutiliser vont lui coûter fort cher. En réalité, il va masquer ses coûts. Ça va être, et puis, on se rend compte que là, mais il réutilise jusqu'à 21 fois ses étages. Donc, à un moment donné, il y a des économies qui sont... Et en plus, réutiliser veut dire avoir des choses à lancer. Si vous réutilisez des fusées et que vous n'avez pas grand-chose à lancer, vous n'allez pas construire beaucoup de fusées. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il ne faut pas se le cacher. Industriellement, c'est un pari qui ne tient que si... on a une vision de ce qu'on va mettre dans l'espace. Alors Musk, c'est sa vision de sa grande constellation, etc. Et là aussi, on a énormément de doutes à l'époque. Il faut se rappeler que dans les années 90, il y avait eu des projets similaires, notamment de Bill Gates, par exemple, avec Télédécic. Donc, ces projets de constellations, ce qu'on appelle des constellations de satellites pour faire des télécommunications. Est-ce que vous supposez, vous sous-entendez qu'en Europe, on n'a pas eu de vision de ce qu'on allait mettre dans l'espace, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu vraiment de projet au niveau spatial en Europe? Pas de cette nature, et essentiellement parce qu'en Europe, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé à l'époque, et qui s'est passé aux États-Unis, mais pas en Europe, et qui se passe aujourd'hui, mais de manière difficile, c'est la jonction entre l'espace et le monde de l'information. Les grands acteurs du monde de l'information sont nés exactement au même moment, en réalité. L'Internet qui devient le web, c'est les années 90, début des années 2000. C'est là où on a les grands acteurs, Google, etc., ce qu'on va appeler les GAFAM ensuite. Et ces gens-là, petit à petit, vont se convaincre que l'espace peut devenir un élément de leur infrastructure relativement rentable, si on investit dedans intelligemment. Et donc, l'espace américain a bénéficié d'une manne nouvelle, qui était ce capital privé, à hauteur maintenant de 16 ou 17 milliards de dollars par an. C'est pas rien, c'est le budget de l'agence spatiale, qui va s'injecter directement dans les startups. Startups qui font quoi? Qui collectent de la donnée, qui la transmettent, qui la traitent, qui la disséminent. Donc, c'est des startups qui sont à la jonction du spatial, je dirais le hardware, les satellites, et puis du numérique. Eh bien, toute cette histoire-là, on ne l'a pas écrite en Europe. On n'a pas de GAFAM. On n'a pas de grands acteurs numériques. On avait le Minitel, monsieur. On avait le Minitel. Le Minitel se passait très bien d'espace. C'est un très beau programme qui se passait très bien d'espace. Mais malheureusement, c'est Internet qui a gagné. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, on n'a pas eu cet effet d'entraînement. Et c'est là où, effectivement, je dirais que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles modalités, les nouveaux types de relations qui s'instaurent entre gouvernement et acteurs privés, elles sont modelées sur ce rapprochement espace-technologie de l'information. Les gouvernements ont besoin de ces technologies de l'information, ont besoin de moderniser
leur système, leur réseau, en particulier à des fins militaires. Puisque l'idée, c'est d'avoir des choses de plus en plus fluides qui vous donnent l'avantage en termes de vitesse, en termes de temps, en termes de ce qu'on appelle la boucle de décision, etc. Et très vite, on voit l'intérêt d'injecter de l'argent dans ces sociétés qui vont amener de la technologie par derrière et qui vont permettre au Pentagone, par exemple, de devenir client prioritaire, privilégié de ce genre de... Ça suppose d'avoir ces acteurs-là. Ça suppose aussi d'avoir des projets qui donnent, je dirais, une valeur stratégique à tout ça. Si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas ces acteurs, vous n'avez pas cette volonté d'être présent partout, d'être omniscient, omniprésent, omnipotent, etc., il n'y a pas le carburant pour ces projets-là. Et donc, l'Europe a été prise par surprise, mais pas que l'Europe. Alors, la Chine, aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu ce triptyque. Moi, je dis finalement, un programme social, aujourd'hui, c'est un triptyque. C'est une filière spatiale qui sait mettre sur orbite de manière fiable et à bas coût des satellites qui eux-mêmes sont fiables et à bas coût. Alors ça existe aux États-Unis, ça existe en Chine, ça existe en Europe. On a le problème Ariane 6, mais en Europe, on sait faire des lanceurs, on sait faire des satellites à bas coût, etc. Mais ça suffit plus pour un secteur spatial. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait un autre secteur industriel qui valorise celui-là. Et celui-là, c'est ce secteur d'information. En tout cas, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Et là, il y a des grands acteurs qui commencent à dire, si je considère ces satellites comme une infrastructure parmi d'autres qui vont servir mes projets de distribution du net, etc., d'accélération, de baisse de latence, eh bien moi, j'achète. Et si le coût aujourd'hui devient suffisamment intéressant pour que j'investisse, parce qu'avant, le spatial, c'était des gros satellites qui coûtaient très cher et qui n'étaient pas toujours, qui n'étaient pas là en milliers d'exemplaires, donc il y avait des trous dans la raquette, si j'ose dire. Aujourd'hui, ça change. Ils sont prêts à investir, ils investissent. Et donc, ça donne le carburant au secteur spatial, ça valorise le secteur spatial, mais ça ne suffit pas. Il faut un troisième acteur, qui soit un gouvernement, qui ait un projet stratégique, qui soit prêt à mettre en gros 10 milliards sur 10 ans pour lancer un business. Et Musk réunit l'ensemble. Alors, parce que le diagnostic, il était fait avec 3 milliards d'individus qui n'avaient pas accès à Internet. C'était le projet O3B, je crois. O3B, oui. C'était ça, c'est-à-dire... Mais il fallait beaucoup d'argent. La difficulté, c'est ça. La difficulté, c'est que ces 3 milliards d'individus, ils étaient répartis sur la planète, ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir d'achat en général. Ouais. C'était soit des gens qui habitaient dans des contrées mal équipées, etc. Et les marchés, ils sont toujours au même endroit. Non, ce qui a vraiment changé aussi par rapport aux années 90 où il y avait ces projets, et vous avez raison Alain, ces projets ont échoué faute de débouchés en réalité. Et puis parce que les technologies ne s'y prêtaient pas, c'était beaucoup plus compliqué dans les années 90 d'avoir une constellation de satellites en orbite basse qui soit capable d'être suivie, etc. Aujourd'hui, tout a évolué, les prix ne sont pas du tout les mêmes, mais surtout, Internet existe. Dans les années 90, on était au début de l'Internet. Si vous comparez ce qu'était l'Internet en 92, 93 avec ce qu'il est en 2024, c'est sans commune mesure, y compris en termes d'usage. Aujourd'hui, la télévision est en train de plonger au profit des téléphones portables sur lesquels les gens regardent leurs séries préférées, etc., etc. Donc ces usages-là ont explosé. Vous avez à la fois des usages qui ont explosé, donc un marché qui s'est structuré, avec des technologies spatiales qui, elles, dont le coût a plongé. Et effectivement, le réutilisable, du coup, dans ce contexte-là, prend tout son sens. Et ça, je dirais que c'est multifactoriel pour l'Europe. Toutes ces choses-là, on ne les a pas vues parce qu'on ne pouvait pas les voir, en fait. Alors, on peut revenir justement à l'Europe, qui s'est prise Elon Musk en pleine figure. C'est le TGV qui nous est arrivé dessus. Hein. Tout à fait. Quelle a été la réaction ? Est-ce que ça a d'abord été une sidération ? Est-ce qu'il y a eu, un examen de conscience ? Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive sur le premier vol et sur Ariane 6, parce que on peut pas hypothéquer les essais, est-ce qu'on s'est remis de cela ? Est-ce qu'on repart sur une autre voie? Ça fait beaucoup de questions, mais d'abord le choc. Il y a eu un choc, oui, c'est vrai. Mais c'est un choc qui a été à la fois brutal et progressif. Parce que c'est un choc auquel on n'a pas cru, en fait. Fondamentalement, le modèle de Musk, ça reste un modèle transgressif. L'espace, c'était régalien, et ça reste régalien. L'essentiel de l'argent qui circule, c'est de l'argent public. Oui. Il ne faut pas se cacher les choses. Si SpaceX réussit, c'est parce qu'aussi la NASA... Alors, après, on coupe un peu court dans les virages parfois pour dire qu'il est complètement subventionné. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, Musk est la seule entreprise qui a gagné les procès contre ses clients quand même. Il a fait des procès à la NASA, il a fait des procès au Pentagone, il a gagné ses procès et il travaille avec eux. C'est quand même, ça dénote quand même le caractère particulier du type. Ils n'ont pas le choix en plus, en même temps. Et en même temps, ils n'ont pas le choix. Mais on voit mal nos industries faire la même chose. Mais néanmoins, donc c'est transgressif. Parce que ce caractère sacré de l'État, etc. Mais en même temps, il en profite complètement. Que ce soit pour ces Starlink
qui sont utilisés largement, ne serait-ce que par l'Ukraine, par exemple le gouvernement ukrainien. Donc, super constellation. Que ce soit pour le programme lunaire, où il s'est complètement mis dans le sillage de la NASA, parce qu'il bénéficie de la manne qui tombe dans le cadre du programme Artemis, mais comme Bezos s'est mis et comme d'autres sont mis. Il y a cette idée, oui, je veux aller sur Mars, oui, je suis une entité comme une agence spatiale, parce que à la fois, j'ai des programmes et des objectifs, ce qui caractérise ce qu'est une agence spatiale. Ça, c'était une nouveauté. Les industriels avant lui allaient voir la NASA, prenaient le cahier des charges, réalisaient la fusée et laissaient les clés de la fusée à la NASA qui s'en servait, qui l'opérait. Ça, c'était une vision, c'est classiquement un arsenal qui fabrique des navires pour la marine et la marine s'en sert. Musk, c'était pas ça. Dès le début, lui, ce qu'il a dit, c'est moi, je veux aller sur Mars. Et tu rappelais tout à l'heure que les premiers, voilà, il va en Russie, il essaye de... et lui, il dit finalement, mais moi, j'ai des capacités et j'ai des projets stratégiques à long terme. Et il y a eu même des débats jusqu'au Congrès américain où on a dit, mais finalement, pourquoi on donne de l'argent à la NASA plus qu'à Musk? D'une certaine manière, Musk, il a un programme. La NASA, franchement, le bang for the buck, comme on dit aux États-Unis, l'impact de dollars du contribuable, c'est pas super. On regarde le projet SLS, le gros lanceur surpuissant de la NASA, 10 ans de retard, 16 milliards de coûts. Tu parlais des coûts tout à l'heure d'Ariane 6, c'est rien à côté du SLS. Et la NASA était même prise comme emblème à l'époque de Trump, où là, on avait des gens un peu forcenés qui disaient la NASA, c'est l'exemple de la bureaucratie washingtonienne, inefficace, etc. Et pendant ce temps-là, Musk, lui, ajoute... Alors, bon, il s'est trouvé que Trump et Musk, ça n'a pas trop bien marché. On dit que maintenant, ça marcherait mieux. Reste à voir. Et on dit que seule la brute n'évolue pas. On ne sait pas dans quel On n'ose pas espérer dire qu'on verra ça plus tard, parce que ce serait mieux que finalement on ne le voit pas. Mais enfin, peut-être. Mais toujours est-il que on avait finalement un nouvel animal industriel, quoi. Et donc, il y avait cette idée que Musk, lui, dit « Mais moi, je fais des fusées pour moi. Si vous voulez en profiter, OK. Et vous me donnez de l'argent, je fais des fusées, mais moi, je m'en servirai. » Et là, ça a été tout le programme, en fait, ce qu'on appelle COTS. C'est-à-dire, depuis 2006, en fait, tout ça vient de longtemps. Hein. Ça vient de la deuxième administration Bush. Obama a renforcé ça, puis Trump, puis Biden. L'idée, c'est on n'achète plus du matériel, on achète un service. Au lieu d'acheter un camion pour transporter ses affaires, on achète les services d'un déménageur. Ça, c'est la grande idée, alors qui peut être contestable, etc. Parce que derrière, l'espace, c'est toujours régalien. Et là, il y a un petit porte-à-faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez à dépendre autant que ça d'un industriel qui, par ailleurs, vous vend des services, mais le vend aussi à d'autres, voire même se paye ses propres services, vous êtes peut-être un petit peu moins indépendant. Et d'ailleurs, le gouvernement américain, aujourd'hui, est en train de réviser un peu sa copie. On voit bien en blindant un certain nombre de ses fonctions patrimoniales, j'allais dire. Mais ça existe. Alors, dans ce cas-là, comment comprenez-vous Emmanuel Macron, qui, en tant que président de la République, dit « Moi, je veux soutenir le spatial en France parce que je souhaite voir émerger un Elon Musk français ». Je le comprends dans le sens qu'en termes de communication, aujourd'hui, de toute façon, Musk est incontournable. Hein. Ce que tout le monde dit dans le spatial, c'est il y a un avant Musk, il y aura un après Musk. On ne peut plus parler du spatial sans Musk. Donc, on voit mal le président aujourd'hui faire comme si Musk n'existait pas, etc. Après, moi, je dis, il ne faut pas se tromper. Comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, le New Space et ce genre d'émergence, ça a une histoire. C'est lié à un terroir. C'est lié à une nation. C'est lié à cette histoire qui va jusque dans la guerre froide, où on a besoin de reconvertir ce qu'on a fait. On a besoin de faire de l'espace un nouveau moyen de puissance dans le monde post-guerre froide. Donc, au lieu d'en faire simplement un moyen de puissance militaire, on va bien au-delà de ça et on en fait un moyen de puissance informationnel, industriel, normatif. Tous les standards passent par là. Donc, il y a vraiment une réflexion politique autour de ça. Mais c'est 30 ans de réflexion. Et on subit ça tout d'un coup, on est pris à contre-pied. On voit émerger des budgets extraordinaires, y compris du monde privé. On ne comprend pas pourquoi. Et on dit, on veut faire pareil. Donc, on va faire un New Space. Il n'y a pas que nous. La Chine, aujourd'hui, présente des cartes et dit, moi, j'ai des sociétés privées qui font du lancement, j'ai des sociétés privées qui font de l'observation de la Terre, etc. On sait bien que ces sociétés privées, elles sont aux caractéristiques chinoises, on va dire. Mais néanmoins, on essaye de caler sur ce qui devient le modèle de référence. Parce que le modèle de référence, c'est un type qui tire une fois tous les 2 jours. Et donc, on se dit, aïe, 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 si j'y suis pas, je suis sur une autre planète. Donc la Chine est passée complètement de l'autre côté, au sens, j'allais dire, de sa capacité à lancer, etc. La Chine, on en parle peu, mais elle est en train de lancer beaucoup. Elle a accentué considérablement son effort spatial dans tous les domaines. On l'a vu avec Chang'e 6 récemment, qui est en train de ramener les échantillons de la face cachée, etc. Et on voit bien que qu'est-ce qui se dessine, finalement, c'est une sorte de condominium
sino-américain ou américano-chinois, je sais pas, qui va organiser derrière lui ses clientèles politiques, etc., avec un peu à la manière dont s'organisait le monde quand on avait les États-Unis et l'Union soviétique. Il faut bien voir que nous, Européens, on reste à regarder cet affrontement un peu sidéré. Et on regarde l'affrontement. C'est très bien, il y a un affrontement. Mais cet affrontement, il nous concerne parce que cet affrontement nous organise. Et organise l'environnement international. Et en fait, quand vous êtes une superpuissance qui vous affrontez à une autre, vous avez cette relation de confrontation, mais vous avez aussi une forme de complicité dans l'organisation du monde. Alors, parlons de cette organisation en Europe. L'Europe, c'est d'abord 22 pays qui sont membres de l'Agence spatiale européenne, hein, et qui discutent finalement de la politique spatiale et décident des destinations. C'est pas une discussion publique en ce moment même. Nous n'entendons absolument aucun candidat donc au Parlement européen parler de politique spatiale. Ça ne fait pas partie du débat politique. C'est quand même un peu curieux aussi. Mais bon, donc l'agence spatiale discute avec les pays membres. Donc au programme, un lanceur. Ariane 6, donc on l'a dit avec 4 ans de retard, mais ça fera en gros 10 ans, c'est pratiquement le programme d'un avion. Ariane 5 a été décidé en 1988, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un peu aussi comme le nucléaire, c'est-à-dire il faut du temps, il y a de la perte de compétences sans doute, etc. Donc comment ça se passe juste sur le lanceur actuellement au sein de l'Europe? On a vu des critiques émerger, et en particulier des critiques du partenaire allemand disant mais elle n'est pas réutilisable. Il va falloir la faire évoluer très vite. C'est sans doute une décision qui n'est pas qui est pas optimale. Et puis on a vu Musk, on a entendu Musk se moquer des Européens en disant de toute façon elle n'est pas réutilisable, donc de toute façon ça compte pour rien. Quoi. Comment vous l'entendez tout cela? Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que la priorité que se sont donnés les Européens, c'est de récupérer un moyen d'accès à l'espace déjà. Et donc d'avoir une autonomie d'accès à l'espace. Lancer Galiléo sur une Falcon SpaceX. Ce qui a été fait il y a 2 mois. Ce qui a été fait il y a 2 mois, c'est pas anodin. Symboliquement, c'est une perte d'autonomie européenne qui se met dans la main du principal concurrent de la fusée que l'Europe subventionne, en lui donnant des sous en plus. Ça fait penser à la navette. Quand la navette a explosé, les Américains utilisaient les lanceurs russes pour rejoindre l'ISS. Tout à fait. Et on est un peu dans... Alors, moins dramatisé en Europe, parce que finalement, c'est quelque chose qui passe un petit peu sous le radar, on va dire. Comme tu as dit tout à l'heure, l'espace en Europe, c'est pas un sujet porteur. Et c'est... Je veux dire, c'est pas anodin de dire ça. Quand vous regardez le chiffre par tête, par habitant qui est investi dans l'espace aux États-Unis, en Chine, en Europe, au Japon, etc., l'Europe est assez bas dans le... Ça n'est pas un thème. Alors, je n'ai pas les valeurs en tête, mais on est vraiment... Les Américains, en valeur absolue, évidemment, parce qu'ils ont un budget considérable, sont devant tout le monde, mais ils sont aussi devant tout le monde en termes relatifs. Et ça, c'est frappant. Ça raconte une histoire chez eux. Alors on peut être partagé sur le type d'histoire que ça raconte, mais ça raconte une histoire. C'est très lié à cette notion de frontière, à cette notion de destinée manifeste. C'est un truc qui me tient à cœur. J'ai un peu travaillé là-dessus. L'espace, c'est pas pour rien qu'on nomme des sondes Lewis and Clark du nom des découvreurs de l'Ouest américain. C'est pas pour rien. La nouvelle frontière, la high frontier, il y a tout ça. Ça parle. Ça, aux Européens, ça parle pas du tout. L'espace même, en ce moment, est en train de devenir même une forme de domaine un peu critiquable, parce que c'est quelque chose qui engendre de l'industrialisation, de la pollution, qui consomme beaucoup d'argent, qui pourrait être mis... Donc on voit bien qu'il y a vraiment une... Mais ça, c'est pas vrai que pour l'espace. Hein. Il y a une dissension. Il y a que les astronautes qui sont épargnés. Et alors, encore les astronautes, oui, je ne suis pas si sûr qu'ils le soient longtemps. Aujourd'hui, quand on parle d'un projet martien, par exemple, tout le monde se dit c'est peut-être plus raisonnable d'envoyer d'ici 20-25 ans de la robotique qui sera bien plus performante qu'un astronaute, etc. Intelligence artificielle, je vous en passe. Après, moi, je ne vais pas juger ça, parce qu'après, il y a le contre-discours qui consiste à dire mais et le rêve, et la part de rêve, et tout ça. Mais on voit bien qu'en Europe, ce n'est pas quelque chose qui est central. Ça ne raconte pas d'histoire. Aux États-Unis, c'est constitutif. Ils ont eu la Lune. 50% et d'ailleurs, pour les vols habités. Voilà. Du budget de la NASA. 50% du budget de la NASA pour le vol habité. Je me rappelle d'un directeur de la NASA ancien qui disait « Les directeurs de la NASA ont souvent été contre le vol habité. » Non, c'est ça le paradoxe. Et les présidents aussi, d'ailleurs.
Quand vous regardez, vous faites la trace un petit peu de leurs écrits, en fait, ils n'étaient pas du tout intéressés. Par contre, ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est identitaire pour les États-Unis. Et un patron de la NASA, qui s'appelait James Fletcher, se disait, lui, opposé au vol habité, parce que le vol habité, c'est le cauchemar. C'est le truc qui coûte cher. Vous prenez des risques extraordinaires. Si ça foire, c'est la catastrophe. Il faut les ramener vivants. Il faut les ramener vivants. En plus, vous allez quadruplement redonder les systèmes. Enfin, c'est terrible. Et l'homme n'est pas fait pour vivre dans l'espace, quoi. Enfin, voilà, les radiations et machin. Mais il disait, aucun président ne sortira jamais des États-Unis du vol habité. C'est impossible. Vous ne pouvez pas le dire. Et d'une certaine manière, en Europe, on en est un peu là aussi quand on regarde le grand programme lunaire auquel on va s'associer, auquel on s'associe. Alors, c'est le programme Artemis, c'est le programme américain, même si on n'a pas complètement coupé les ponts avec la Chine dans le domaine spatial, mais on a signé ces accords, etc. Il faut comprendre pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'on se dit, on le fait un petit peu, on ne peut pas ne pas le faire. C'est un peu ça. C'est très difficile pour un politique de dire, ce serait facile de dire, en particulier en France, de dire, eh bien écoutez les Américains et les Chinois, ok, occupez-vous du plan B, moi je m'occupe du plan A. Vous savez qu'on dit, il faut un plan B si la Terre, etc. Ouais. Occupez-vous du plan B, allez voir. Moi je prends soin, je suis l'ange gardien de la Terre. On pourrait le dire avec Copernicus, avec tout ça. Vous pourriez dire ça. Et vous auriez les jeunes générations qui trouveraient ça responsable, qui trouveraient ça... Sauf que dire ça, c'est dire je ne participerai pas à l'écriture de ce chapitre nouveau de l'histoire de l'humanité, etc. Et ça, quand vous êtes politique, c'est pas possible. Vous devenez activement, en creux, quelqu'un qui va sortir de cette histoire-là. Et donc il y a un aspect symbolique quand même, moi dont je pense, alors j'en ai pas la preuve, mais qu'il est latent dans l'esprit de tous. Le premier pas sur la Lune, le jour où quelqu'un posera le pied sur Mars, même si ça servira pas à grand-chose peut-être, eh bien, vous en êtes pas. Et là, et on dit, mais qui a fait en sorte que... Et voilà. Donc ça, vous le ferez pas. Donc vous dites, non, mais je vais coopérer. Mais là, c'est pire, parce que je vais coopérer, mais je sais pas trop pourquoi, mais je vais coopérer. Mais je reviens à ma question qui est, comment ça se passe dans la copropriété européenne ? Le syndic, on le voit bien, il essaie d'imposer un programme, ou en tout cas, il l'impulse, mais les copropriétaires, quelle est l'ambiance actuellement ? Il faudrait... Alors ça, c'est l'ESA, mais c'est pas propre à l'ESA, c'est aussi l'Union européenne. Dans un cas 22, dans l'autre cas 27, vous avez des intérêts différents. Vous avez des visions de vous-même qui sont différentes, de l'intérêt de vos sociétés respectives pour le spatial qui sont différentes. Et donc, vous allez avoir effectivement... Alors, il y a quand même à l'ESA une petite marge de manœuvre. Il y a ce qu'on appelle les programmes obligatoires, programmes scientifiques, etc. Quand vous êtes membre, vous contribuez. Et les programmes optionnels. Ariane est un programme optionnel. Les pays qui y contribuent sont les pays qui le veulent. Ceux qui ne veulent pas n'y contribuent pas. Okay. Et puis, il y a un retour géographique pour votre industrie, etc. Donc, les grands pays mettent beaucoup d'argent. France, Allemagne, Italie, UK, donc les Grande-Bretagne, qui est sortie de l'Union européenne, mais qui est à l'ESA, sont des pays qui mettent de l'argent et qui, en retour, ont ce qu'on appelle un retour géographique, un retour industriel. Donc ça aussi, ça rentre dans l'équation. Donc il y a, dans la copropriété dont tu parlais, il y a aussi le hiatus entre grandes nations et petites nations. Mais l'ESA, c'est avant tout un mécanisme, j'allais dire, je pourrais utiliser un terme anglais, du fundraising, c'est pour lever des fonds. Ce mécanisme de retour, il a montré son efficacité, non pas en termes de réalisation, parce que ça induit des lourdeurs. Il y a des pays qui investissent, mais qui n'ont pas la structure industrielle, donc qui se retrouvent avec de l'argent, mais qui savent... Enfin, ouais, c'est très compliqué. Mais en même temps, ces pays-là n'auraient jamais donné d'argent à l'ensemble s'ils n'avaient pas eu ces promesses. Donc, c'est quand même quelque chose à manier avec beaucoup de prudence. La façon dont ça change l'Europe, est-ce que ça veut dire que l'Europe, dans les années qui viennent, aura, ou les décennies, un lanceur réutilisable, parce que c'est obligatoire, que l'Europe aura sa propre constellation. On parle de Iris 2, même si on discute actuellement des budgets, parce que ça va entre 6 et 12 milliards. C'est pas anodin, mais c'est de la souveraineté, et c'est comme Galiléo ou Copernicus. Est-ce que ça veut dire que l'Europe spatiale aura sa propre station quand en 2030, il y aura plus de station spatiale internationale? Est-ce que l'Europe aura son vol habité? Est-ce que l'Europe peut tout faire? Est-ce que l'Europe est, je dirais, convergente sur un certain nombre de grandes idées comme cela? Toutes les questions que vous avez posées, elles se posent, effectivement, toutes.
Alors, elle se pose, mais dans le lointain. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'est mis dans la situation de réfléchir à un véhicule cargo de transport de fret pour aller vers la Station spatiale internationale. Très bien. Mais la Station spatiale internationale, elle va rentrer dans l'atmosphère au début 2030, un petit peu plus après. Donc c'est demain, quoi. Donc demain, effectivement, plus de station. Donc on se dit, mais est-ce judicieux de faire un vaisseau qui va effectivement donner à l'Europe une nouvelle compétence dans le domaine habité, c'est-à-dire qu'elle a une forme d'autonomie, parce qu'on va envoyer ce vaisseau avec un lanceur européen. Donc ça veut dire qu'Ariane 6 ou l'Ariane qui suivra sera manrated, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle sera habitable. On a déjà fait la TV. Hein. On a fait la TV, mais on n'a pas lancé d'astronautes, on n'a pas. Voilà. Donc là, parce qu'il y a l'idée que ce véhicule cargo soit à terme transformable en véhicule habité. Donc, mais la question qu'on doit se poser quand on est dans ce genre de programme, c'est la suite et après. Là, pour l'instant, on se fixe sur les 5 années qui viennent ou les 6 années qui viennent, 2030, l'horizon 2030. Ok. Mais l'horizon 2030, on sait qu'il disparaît très vite. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire de ces véhicules-là? Est-ce qu'on veut avoir notre propre station? Alors là, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'accord entre les pays pour avoir notre propre station. À quoi ça sert aujourd'hui d'avoir sa station spatiale, alors même au passage que les États-Unis sont en train de monter en puissance, enfin d'aider des entreprises privées à avoir leur propre station. Et d'ailleurs, l'ESA commence à parler à ses interlocuteurs privés. Mais bon, on pourrait y avoir l'intérêt d'y aller par soi-même. Mais franchement, là, il y a vraiment besoin, sans doute, d'un débat public sur ces questions-là. A-t-on besoin de... Alors, on se dit, bah oui, immédiatement après les stations, en fait, on voit bien que le barycentre est en train de passer de l'orbite basse, des stations spatiales, vers le programme lunaire. À notre corps défendant peut-être, mais c'est en train de se passer. Et là, on se dit, ah bah oui, si on est partenaire dans ce genre de grand programme, vous avez un partenaire qui n'a rien à apporter au partenariat, il subit le partenariat et il est complètement passif. Et là, c'est là où on se prend les vagues. C'est comme un bateau en mer sans moteur, quoi. Il se prend les vagues directement sans rien pouvoir y faire. Quand vous apportez quelque chose qui est une contribution, en plus un peu originale, parce que vous allez avoir un vaisseau qui est peut-être manœuvrant, qui va faire des choses. Et si vous arrivez à convaincre le grand partenaire que ça peut lui apporter, ça peut être mutuellement positif, alors là, vous avez un autre statut politiquement. C'est-à-dire que vous commencez à être quelqu'un avec qui on va discuter. Et là, vous pouvez... Donc, si on discute avec vous, ça veut dire que vous pouvez défendre vos intérêts. Donc, aujourd'hui, c'est un instrument qui peut s'avérer sur le long terme, on va dire sur la décennie 2030, peut-être 2040, un élément politique. Et ça peut être ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là dans les réflexions. On en est, c'est très programmatique. Pour prendre du champ, aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifieriez, je dirais, l'état de la situation du spatial dans son ensemble? C'est-à-dire, on se dit que Elon Musk ne va pas rester tout seul. C'est dangereux pour les États-Unis. Il y a besoin d'un concurrent. Enfin, ils ont toujours essayé d'avoir des offres différentes. En tout cas, l'arrivée de Jeff Bezos est annoncée depuis longtemps. On voit Boeing en grande difficulté, pas seulement sur ses avions, mais aussi sur les capsules. Sur ces capsules, puisque demain, on doit tenter une nouvelle fois aux États-Unis de relancer le Starliner, qui est la capsule qui doit aussi emmener des hommes à bord de l'ISS. Et qui a eu 2 fois plus d'argent que Musk. 2 fois plus d'argent que Musk. On voit la Chine réussir à grimper tous les barreaux d'une échelle qu'elle dit mener jusqu'à la Lune, vraisemblablement avec un taïkonaute qui pourrait débarquer à la surface de la Lune en 2029. Et Chine qui aujourd'hui prend un peu la main dans la communication parce qu'elle fait de 2030 la date butoir. 2030 la date butoir, pourquoi ? Parce que 2030, c'est possiblement l'atterrissage d'un premier taïkonaute sur la Lune. Oui. Et ça, et même il commence à évoquer 2029. Et ça, c'est une vraie pression sur les États-Unis. Parce que ça, pour le coup, les États-Unis, la date butoir, c'est pas tellement le programme Artemis. La vraie date qui sera cruciale pour eux, c'est celle que fixent les Chinois, politiquement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est susceptible de conduire à une forme de réorganisation, et on commence à voir d'ailleurs Artemis 3. Enfin, il va falloir faire vite, parce que 2029, c'est demain. Et oui, et là, il y a un vrai enjeu politique quand même. En tout cas, Obama lui avait dit, mais quand Obama était au pouvoir, il avait annulé le programme lunaire de George W. Bush. Il faut se rappeler qu'il y a eu un première relance du programme lunaire en 2004, en janvier 2004, etc. Mais là encore, c'était pas pour aller sur la Lune. C'est parce qu'en 2003, il y avait eu l'accident de Columbia et il y avait eu le premier taïkonaute en orbite.
George W. Bush n'aimait pas trop l'espace. Et les gens autour de lui avaient dit il faudrait que vous ayez un discours. Donc on lance le programme Constellation. On dit c'est un retour, là c'est pas une course, c'est un voyage, on y va pour rester, etc. etc. Obama arrive et dit on l'a déjà fait. C'est pas mes électeurs qui veulent ça de toute façon, et l'argent qu'on va mettre là-dedans, on va pas le mettre ailleurs. Donc moi, je révise tout ça. Je fais faire un grand rapport qui va être fait, qui sera le rapport de Norman Augustine, qui dit c'est pas parce qu'une destination existe qu'elle est un objectif. C'est la première fois qu'on dit ça dans un rapport spatial américain. Sous-entendu, la Lune, elle existe, mais enfin, pourquoi on irait ? Et finalement, au bout du compte, ce rapport dit en revanche, Mars, c'est un truc important. Il faudra qu'on y aille. On peut faire de la science, on peut faire des choses. Et donc, mais là, il faut qu'on investisse beaucoup dans la R&D, etc. On se lance là-dedans. Obama, quand même, en coopération avec le Congrès, prend la précaution quand même de faire en sorte que le programme Constellation continue, enfin se transforme en un SLS qu'on a aujourd'hui, parce qu'il fallait bien faire travailler les sociétés, des entreprises. Le programme Constellation, c'était des lanceurs qu'on appelait Ares, qui réutilisaient les boosters de la navette. Et si on arrêtait brutalement tout ça, alors là, pour le coup, politiquement, c'était un vrai problème pour les grands États du Sud, etc., qui avaient une grosse industrie spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on va faire de la technologie. De toute façon, il faudra un gros lanceur, puisque Augustine avait dit qu'il faut 600 tonnes par an en orbite si on veut aller sur Mars. Très bien, on se lance dans un gros lanceur. Ça permet politiquement de justifier qu'on continue à mettre de l'argent pour et donc on alimente les industries et on fait un vaisseau dessus. Alors on n'est pas trop sûr de ce qu'on va faire à l'époque parce qu'il n'y a plus la Lune, puis Mars est très loin, mais on dit il faut faire un vaisseau. Alors on appelle ça le MPCV, Multipurpose Crew Vehicle. En gros le couteau suisse de l'espace. Ouais. C'est pas super sexy, il faut reconnaître, donc ils vont le rappeler Orion et c'est devenu le vaisseau Orion. Tout ça, ça n'avait aucun rapport avec la Lune. Aucun rapport. Il n'y avait plus de Lune. Enfin, il y avait une Lune, mais pour Obama, il n'y avait plus de Lune. Et pof, Trump revient, donc ping-pong politique, lui dit, puisqu'il n'y avait plus de Lune pour Obama, il y aura une Lune pour moi. Donc c'est la première décision qu'il signe. Et le SLS, etc. La NASA retrouve des couleurs, parce que la NASA, avec Obama, avait perdu des couleurs, elle n'avait plus d'objectifs programmatiques, donc ils en étaient à se demander s'ils n'allaient pas rediriger des astéroïdes, etc. Et il y avait Musk qui poussait, et c'est le moment où on disait, mais on devrait peut-être mieux donner de l'argent à Musk qu'à la NASA, parce que la NASA ne sait pas où le faire. Donc tout ça, je veux dire, la Lune aujourd'hui, c'est un alignement de planètes, mais en fait qui n'a rien à voir avec la Lune elle-même. C'est des gens qui ont fait ça pour des intérêts extrêmement différents. Quand on voit le programme chinois aujourd'hui, on se dit ils vont être sur la Lune avant les Américains. Ah ben aujourd'hui, alors les Chinois, la différence c'est qu'effectivement on a là quelque chose d'extrêmement qui avance, qui est structuré. Avec de toute façon ça s'inscrit dans un effort de long terme où la Chine voulait absolument cocher toutes les cases de l'échelle dont tu parlais tout à l'heure, ou grimper tous les barreaux, ce qu'elle est en train de faire. Alors à chaque fois aux caractéristiques chinoises, avec une originalité, le point de Lagrange, la face cachée. Que valent, puisqu'on reste sur le régalien, que valent les Russes aujourd'hui ? On a vu l'échec de Luna 24, si mes souvenirs sont bons. Oui, les Russes aujourd'hui, alors ils ont quand même vraiment ils ont toujours leur capacité industrielle pour produire du lanceur, des choses comme ça, mais ils sont loin derrière. Ils sont loin derrière en termes effectivement de technologie, d'innovation, etc. Ils sont avec la Chine, fondamentalement, ils ont, notamment pour retourner sur la Lune, il faut savoir que ILRS, donc le projet chinois, c'était au départ, c'est toujours un projet sino-russe, mais dans lequel, évidemment, la Chine, compte tenu de ses moyens, a un levier extraordinaire par rapport aux Russes, qui sont plus là, de manière symbolique, et qui, eux, reparlent d'une station, enfin bon... Mais ils ont d'autres chats à fouetter, si j'ose dire. La guerre en Ukraine doit transformer aussi, les objectifs la guerre en Ukraine transforme, mais il faut savoir aussi une autre chose, c'est qu'à partir de la Crimée, il y a eu des sanctions qui sont appliquées, et notamment sur le secteur spatial, et ils ont eu beaucoup de satellites qui sont restés, faute de composants disponibles, qui sont restés à terre, etc. Donc il y a eu cette idée de retrouver une autonomie russe dans le domaine de l'électronique, des semi-conducteurs, etc. Mais là, on connaît aujourd'hui la compétition acharnée qu'il y a entre TSMC de Taïwan et d'autres, etc., avec des choses nanométriques. Là, on est sur d'autres planètes, quoi. Donc là, aujourd'hui, ce serait un effort. Enfin, aujourd'hui, la Russie n'a pas ses moyens. Maintenant, ils savent faire du spatial. Ils l'ont toujours su. Ils sauront faire. Et ils menacent, d'ailleurs. Ils disent, attention, nous, le spatial, on peut être... si vous continuez, etc., dans la période qu'on vit aujourd'hui, il y a eu des menaces qui ont été faites, même de mettre une bombe nucléaire en orbite, enfin, ce genre de trucs. Donc ça, on sait qu'ils savent faire. Mais en termes de vie spatiale internationale aujourd'hui, les Russes sont retombés
à quelques jours. Alors, ils ont toujours un taux de lancement quand même plus important que l'Europe. Ils sont à 20, une vingtaine de lancements par an. Ce qui aujourd'hui paraît rien quand on sait que Musk, à lui tout seul, c'est une centaine. Quoi. Mais voilà. Il y a quelques jours, des généraux américains alertaient aussi sur la présence de satellites offensifs, ou en tout cas espions, ou en tout cas s'approchant des Américains. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau pour le compte. C'est pas... Comment vous l'analysez? Non, c'est pas nouveau. Je dirais l'espace aujourd'hui, c'est 3 domaines qui sont en ébullition. Le domaine des orbites basses, qu'on appelle les orbites entre 500 et 1200 km, où là on voit des transformations extraordinaires avec des milliers de satellites. Aujourd'hui, la moitié des satellites fonctionnels en orbite, plus de la moitié, c'est juste les satellites d'Elon Musk. Starlink. 6 000 à peu près, sur à peu près 10 000 fonctionnels dans le monde entier. Il détient 60% des satellites fonctionnels, juste parce qu'il a ses constellations en orbite basse. Et il y a d'autres projets. Les Chinois aujourd'hui ont 3 projets de 10 000 satellites chacun. Donc c'est des projets pour l'instant, mais ils sont en train de voilà. J'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 300, voire 400 000 satellites en orbite. On ne sait pas aujourd'hui. Alors, il y a 2 problèmes. Il y a le problème des collisions. Et de la coexistence de ces constellations avec des débris. Donc il y a les collisions intra-constellations entre satellites et les collisions extra-constellations avec des débris extérieurs. Et ça, on ne sait pas trop gérer, mais a priori, entre satellites, on est en train, et notamment SpaceX est en train de démontrer ça. Pardon, et puis il y a les interférences. Voilà, pardon, je vous ai interrompu parce que vous aviez 3 points. Oui, alors... deuxième domaine qui est en ébullition, c'est l'exploration. L'exploration habitée, effectivement. Là, résolument, les Américains, avec sans doute des retards, des délais, etc., mettent beaucoup d'argent dans c'est des milliards. Et les industriels, ça les intéresse. Les industriels comme Musk ou comme Bezos, ils ont un mot en tête, c'est logistique. Eux, ils veulent faire de la logistique. Bezos, c'est un logisticien. Donc, quand on lui dit « je vais aller habiter sur la Lune », désormais, on va habiter l'espace, on va faire autre chose que tirer des traits en orbite pour se brûler dans l'atmosphère au bout du compte. Ça les intéresse parce qu'il faudra des dépôts de carburant, il faudra du transport de fret, il faudra des choses mobiles avec du delta V, de la manœuvre. Et ça les intéresse et c'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'est pas tant la surface lunaire qui intéresse, oui bien sûr accessoirement. Alors toutes ces histoires d'exploitation de ressources extraterrestres, ça c'est aussi du storytelling pour justifier tout l'investissement industriel sur des choses beaucoup plus prosaïques que ça. Et puis le 3e domaine, c'est le militaire. Le militaire est en train de prendre l'activité militaire est en train de prendre un essor considérable, essentiellement parce que, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire la proximité de l'espace avec les systèmes d'information, aujourd'hui, l'espace est devenu une cible. L'espace, pour fixer les idées, jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années, c'était au contraire un environnement de stabilité. En fait, la guerre froide avait stabilisé les choses parce que la dissuasion mutuelle assurée, ce qu'on appelait la MAD, avait pour mode de fonctionnement le fait que chacun était capable de s'observer. Et l'un des outils qui était essentiel pour l'observation mutuelle, pour savoir si l'autre respectait les termes du traité, voir s'il se surarmait, s'il développait des missiles, etc., c'était les satellites d'observation. Jusqu'en 1993, les satellites militaires espions n'avaient pas d'existence officielle. Donc pour les désigner dans les traités, on appelait ça des moyens techniques nationaux. C'était une forme édulcorée, une sorte d'euphémisme pour parler de satellites. Tout le monde savait qu'on parlait de satellites. Et Clinton, en 1993, dévoile l'existence officiellement, mais dévoile rien, en fait, il ne reconnaît pas. Donc ça stabilisait les choses, parce que très vite, il y a eu des programmes anti-satellites, et notamment il y a eu 2 campagnes soviétiques, une entre 68 et 72 et une autre entre 76 et 82, qui avaient pour vocation de voir si on pouvait faire exploser des satellites en orbite en se rapprochant d'eux, en explosant à proximité, etc. Ça a été tenté, mais ça n'a pas conduit à une course aux armements, parce que personne, ni l'un ni l'autre, n'avait intérêt à déstabiliser l'espace, puisque l'espace était la garantie du fonctionnement de l'équilibre stratégique, l'équilibre nucléaire. À partir du moment, et c'est la guerre du Golfe qui commence à montrer ça, où l'espace va devenir quelque chose qu'on va pouvoir utiliser sur le terrain, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les satellites, ils regardaient dans les silos de missiles, mais ils ne savaient pas suivre un pick-up. Voilà. Par contre, ils regardaient vraiment bien dans les silos de missiles. À partir du moment où on commence à faire des satellites, et ça, la guerre du Golfe, pour les Américains, c'est une leçon, ils comprennent que leurs satellites stratégiques ne sont pas adaptés au combat. Et donc, on va on va mettre en place des plus petits satellites, peut-être moins performants, mais plus agiles. Et là, ça devient un élément du dispositif de défense conventionnel, et donc, ça devient une cible. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une espèce de cisaillement, finalement. On va avoir des forces armées qui vont reposer de plus en plus sur l'usage de satellites pour mener des opérations militaires, le GPS, tout ça, les munitions guidées.
dans un environnement qu'ils vont contrôler de moins en moins, qui est l'environnement spatial, qui devient un environnement pollué par les débris et qui devient un environnement qui est menacé par le ciblage. Et donc, on a une espèce de... Vous êtes un militaire qui a besoin croissant d'un moyen que vous contrôlez, dont vous contrôlez moins en moins l'environnement. Et c'est ça qui va amener quoi? Ça va amener ce qu'on appelle les Space Force, le commandement de l'espace en France, tout ça. Ça va amener les militaires à se réformer eux-mêmes pour créer des institutions qui vont pas seulement traiter l'espace comme un programme support aux opérations, mais qui vont traiter l'espace comme désormais un nouveau milieu dans lequel, le cas échéant, on peut se faire la guerre. Alors ça, c'est la nouveauté radicale de ce siècle. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais envisagé avant. Et là, on envisage qu'éventuellement, il pourrait y avoir des conflits intraspatiaux. Alors là, ça ouvre. Et là, vous connectez les connecteurs, c'est-à-dire que vous ferez de la logistique, vous ferez de la manœuvre, vous ferez du delta V. Ça tombe bien, vous en faites ailleurs. Pour les industriels, c'est impeccable parce qu'en fait, ces technologies-là, ce sont les technologies un peu... Les Américains appellent ça cross-cutting. C'est des technologies transverses qui vont servir tout le monde. Ça va servir à gérer le Léo, ça va servir à gérer l'exploration et ça va servir aux militaires. Et là, c'est bonus à tous les étages. Et donc, vous avez une sorte de mise en synergie. Et je ne dis pas, ce n'est pas la main invisible qui organise ça. Je ne suis pas en train d'accuser quiconque. C'est l'évolution technologique dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte politique d'aujourd'hui, qui crée les conditions favorables à ce qu'émergent effectivement de nouvelles dynamiques dans l'espace. Ça, c'est très américain. C'est assez chinois, je pense. Les Européens, à nouveau, dans les trois domaines, on n'est pas trop là. On n'est pas trop dans le Léo. On va l'être. Ok, on va avoir une constellation. Il faudra la gérer. Il faudra gérer la fin de vie des satellites. Donc, on aura des petites choses qui vont venir. On va un peu dans l'habité, mais pas trop. Et puis, le militaire, c'est balbutiant. Même si, en France, par exemple, on a bien pris en compte cet aspect-là. Est-ce que ça veut dire que l'Europe spatiale et la France, en tant que gros partenaire, est toujours en crise parce qu'elle n'a pas encore décidé de ce qu'elle faisait. Elle n'a pas fait ses choix, et en tout cas... non, l'Europe n'a pas fait ses choix, non. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce qu'on veut faire qui pose problème, c'est ce qu'on veut être. Le monde spatial, c'est un monde où vous êtes interdépendants. C'est un monde où vous êtes en partenariat. Et c'est un monde fondamentalement coopératif. C'est pour ça que les Russes sont toujours à bord de l'ISS, par exemple. Oui, par exemple. Et ça continue à fonctionner. Et c'est tout à fait... Vous avez entièrement raison. C'est emblématique du fait que l'espace est un monde à part. Et si vous voulez exister dans l'espace, il faut que vous ayez vous-même des raisons d'y être. Alors, on a des raisons d'y être. Je ne veux pas caricaturer l'Europe. L'Europe, elle fait Copernicus, elle fait Galiléo. Elle a des raisons d'y être parce qu'elle a bien compris, par exemple, que pour Galiléo, c'était un sujet essentiel pour avoir son autonomie en matière de connectivité des réseaux, en matière, etc. Il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, nous, c'est l'espace utile. En Europe, il y avait ce mot, l'espace utile. Ouais. Et on y croit toujours. C'est l'espace qui sert à terre. L'espace pour l'espace, ça n'a jamais été notre truc. Alors, sauf pour la science, là, mais c'est pour la science. Mais on n'a pas cette tradition comme ont les Américains, comme ont eu les Soviétiques / Russes, comme commencent à avoir les Chinois, par exemple, de programmes d'exploration à grande échelle. Ça nous est inconnu. Mais nous, en France, quand on met sur la table, parce que c'est le programme France 2030, 1,5 milliard d'euros pour aider les startups du spatial. Alors, j'ai bien regardé quelles étaient les déclarations du ministre en charge de l'espace, donc Bruno Le Maire, c'est-à-dire le ministre de l'économie. Il dit une économie lunaire, ça vous fait marrer. Voilà, la mimique est intéressante. La mise en service rapide d'un lanceur mini lanceur pour envoyer des petites charges dans l'espace et trouver le Elon Musk du futur. Bon, c'est pas mal, mais là aussi, c'est très très peu par rapport à l'ensemble du spatial en Europe. On a du mal à décoder tout ça quand même. Oui, je pense qu'on est encore dans le contre-coup des chocs qui nous sont arrivés. Et donc, on essaye de s'organiser. Alors, typiquement, par exemple, ces micro-lanceurs. C'est une idée allemande à l'origine, avec à Séville, donc là où il y a eu la dernière réunion de l'Agence spatiale européenne avant la réunion ministérielle de 2025, qui a décidé de mettre les lanceurs en concurrence. Alors, indépendamment de la subvention apportée à Ariane 6, il y a une partie qui sera mise en concurrence. Et ça, c'est les Allemands qui veulent ça, parce que les Allemands, depuis longtemps, estiment que la dépendance de l'Europe à une seule filière spatiale
qui est en plus une filière très nationale. Dominée par les Français. Dominée par les Français, c'est pas quelque chose de satisfaisant. Et ils ont imputé à ça l'échec, considèrent-ils en tout cas, l'échec de la réponse européenne à Musk, etc. Ils disent, nous, on va faire des lanceurs, on va faire des micro-lanceurs. Alors, la question qui se pose, c'est quoi le business pour les micro-lanceurs? Parce qu'en réalité, les micro-lanceurs, ça lance des micro-satellites, ouais, d'accord. On sait ça depuis très longtemps, il y a des multiples études qui ont été faites. Le juge de paix, c'est le prix du kilo en orbite. Il vaut mieux que vous lanciez 60 satellites sur Ariane 6 que vous en lanciez 2 ou 1 sur un micro-lanceur, parce que le prix au kilo sera très cher. Et fondamentalement, vous avez peut-être une capacité, alors ça peut intéresser les militaires parce qu'il y a une capacité qu'on appelle réactive, c'est-à-dire que vous pouvez très vite lancer un petit satellite quand vous en avez besoin pour faire un petit truc. Mais pour ce qui est des constellations, vous n'allez pas utiliser des micro-lanceurs pour les déployer. Vous allez utiliser. Est-ce qu'on peut se permettre en Europe d'être, je dirais, adversaire de nos partenaires? Est-ce qu'on peut se faire une concurrence? C'est très politique, Alain. À nouveau, c'est très politique. Et on ne parle pas de commercial dans le spatial. On parle d'ambition stratégique et de stature politique et de posture politique. Le spatial, c'est un facteur, un vecteur de posture. Et l'Allemagne, aujourd'hui, indéniablement, a pris une stature nouvelle dans différents secteurs du spatial, en devenant, d'une certaine manière, il y a toujours eu ce sentiment en Allemagne, je pense. Alors après, il faudrait distinguer entre les différents acteurs en Allemagne parce que les positions peuvent être très différentes entre l'industrie, l'agence, les politiques, etc. Mais néanmoins, il y a cette idée que le secteur spatial allemand n'était pas à la hauteur de son statut économique en Europe, de première puissance économique européenne. Et donc, avoir un statut, quand vous avez l'essentiel des effectifs de travailleurs du secteur spatial en France, avec quelques miettes pour les autres, c'est pas satisfaisant. En particulier parce que l'espace au niveau international devient ce nouvel Eldorado, etc., ou supposément le devient. Du coup, politiquement, c'est assez logique que l'Allemagne se dise « j'ai besoin d'avoir un secteur spatial à ma mesure ». Et donc, nécessairement, dans un budget contraint, ça commence à être en concurrence avec le grand partenaire. Est-ce qu'on peut s'interroger de la même façon sur la solidité d'une entreprise comme SpaceX, dont j'ai vu la valorisation la semaine dernière? 500 milliards. 200 milliards de dollars, ouais. Bloomberg, je crois, où on voit qu'ils ne gagnent toujours pas d'argent, ou en tout cas, on ne le sait pas, parce que c'est une entreprise privée, elle n'est pas sur le marché, sur la bourse, etc. Est-ce que ce système-là n'est pas aussi, lui, transitoire, et ce qu'on voit aujourd'hui peut voler en éclats, voire faire faillite? Mais en fait, tout à fait. Il y a eu un moment aussi des espèces de constructions boursières avec ce qu'on appelait les SPAC, enfin, qui sont des sociétés qui peuvent contourner en quelque sorte les règles boursières pour investir dans des startups en espérant des retours sur investissement très rapides. Ça a fait gonfler un peu la bulle des startups. Et le New Space aux États-Unis, c'est des naissances et des morts permanentes, quoi. Et SpaceX, c'est vrai, est sorti. Alors, on ne peut plus vraiment dire que ce soit du New Space aujourd'hui. SpaceX, c'est quelque chose d'autre. C'est à part du New Space, en quelque sorte, parce que c'est quelque chose qui repose sur maintenant quand même une histoire, et une histoire essentiellement portée par le gouvernement, et notamment par la NASA, mais pas que, aussi par le Pentagone, sur les Starlink, etc. Et donc, en quelque sorte, c'est ce qu'a dit Musk d'ailleurs sur Starlink, il dit en fait, je ne connais aucune constellation de télécom par satellite qui ait fait des profits. Et il dit zéro, il fait ça. Et il dit, je me lance là-dedans et j'espère que je serai la seule. Et lui table sur le fait que, et ça explique le rush aussi, table sur le fait qu'il va être la première et la seule entité capable de distribuer avec des faibles latences en temps réel, etc., du web, de l'Internet, etc., et qui va ensuite pouvoir... j'allais dire, en tout cas, qui va pouvoir s'étendre dans d'autres gouvernementaux en utilisant ces satellites, etc. Et donc, ce type est dans une course en avant permanente. Et sa force aujourd'hui, ça va peut-être pas durer, c'est de savoir raconter son histoire. Il a ce storytelling qui, pour l'instant, fait que il a absolument révolutionné. Ouais. Et le storytelling, voilà. C'est je vais aller sur Mars, quoi. Alors c'est je vais aller sur Mars, mais c'est aussi je vais mailler d'Internet. Enfin, je vais faire de votre téléphone, il va à la fois marcher par les réseaux terrestres, mais il pourra aussi directement se connecter à mes satellites. Vous allez avoir votre bulle communicationnelle individuelle, et dans cette bulle, je vais vous apporter de plus en plus de moyens. Est-ce que, alors, je dirais, vous fréquentez les principaux décideurs en Europe du spatial.
comment est-ce qu'il le regarde quand il y a un test comme jeudi, je crois que c'est Starship 4. Voilà, c'est exactement l'inverse d'Ariane 6. Ariane 6, c'est conçu sur ordinateur, et puis on va le lancer, et puis on se dit ça devrait marcher. Lui, c'est vraiment je casse et puis je fais évoluer. Comment est-ce qu'il le regarde? Il le regarde avec beaucoup d'étonnement. Mais même encore maintenant, Starship, les campagnes d'essai de Starship, d'un point de vue industriel, quand on leur parle, on parle aux spécialistes qui ont fait ça pendant des années, ils disent mais on comprend même pas. Il n'isole pas de variables. Enfin, tout d'un coup, il change. Alors, il va changer le métal de ci, la soudure de ça. Et en fait, à chaque fois, c'est un peu un reset, quoi. Et on essaye un nouveau truc. Et là, on dit, on voulait essayer ça, mais finalement, on va pas essayer ça, on va plutôt essayer ça. Et le vrai point d'interrogation, c'est que Starship a un rôle clé dans Artemis. Aujourd'hui, le programme lunaire. Alors, je ne sais pas si les gens le savent ici, mais le programme qui est prévu pour renvoyer les astronautes sur la Lune avant 2030, c'est un programme qui consiste à avoir un gros Starship en orbite qu'on va bourrer d'ergols, qu'on va bourrer de carburant. Donc, il faudra 8 ou 10 ou voire 12 ravitaillements par des Starships qui sont tirés. Donc, on va mettre un Starship en orbite. On va tirer d'autres Starships qui vont venir le ravitailler. Alors déjà, ça, on ne sait pas faire ça. On n'a jamais fait ça sans fuite, évidemment. Il faut que tout ça se passe bien. Le Starship, une fois ravitaillé, part vers la Lune. Pendant ce temps-là, les astronautes sur le SLS et sur Orion partent aussi vers la Lune. À proximité de la Lune, ils sont transférés de l'Orion sur le Starship. Le Starship part atterrir sur la Lune. C'est comme un immeuble qui atterrit sur la Lune. Et là, il y a une colonne qui sort avec un ascenseur. On descend et là, on marche sur la Lune. Dans ce programme-là, qui est censé se faire d'ici quelques années, les angles morts sont multiples. Il y a plein de choses qui n'ont pas été testées. Et donc aujourd'hui, les décideurs américains, que j'entends un petit peu, etc., alors ils ont toujours dit, il faut un plan B à ce truc-là quand même. Alors Bezos, là, est remonté un petit peu parce qu'il y avait un projet concurrent qui n'a pas été retenu à l'origine, qui était le projet de Jeff Bezos, qui avait fait un truc avec Lockheed, etc., qu'on appelait donc la National Team. Et c'était une espèce de gros lemme. Alors c'était un peu comme un peu à la manière de ce qui avait été fait pour dans les années 69. Et ça n'avait pas été retenu. Bon, maintenant, ça pourrait revenir en grâce. Parce que là, il y a un vrai sujet, avec en plus la pression chinoise qui s'accentue, politique. Donc, ça veut dire au Congrès, ça va monter dans les tours. Et donc, on est dans une situation quand même assez inédite. Avec effectivement Starship qui, lui, continue à être un immense point d'interrogation, si j'ose dire. Je voudrais conclure par une actualité. Il y a quelques jours, on a appris que la sonde Voyager 1, qui avait été lancée en 77. Donc en 77, Brejnev était au Kremlin, Giscard était à l'Élysée. Voilà. Donc cette sonde Voyager est à nouveau en contact avec la Terre après avoir perdu contact avec la Terre. Elle est très loin, elle est à 24 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 22 heures-lumière. Et donc cette sonde, 47 ans après, est toujours vivante. Cette bouteille à la mer, est-ce qu'elle n'est pas l'exemple parfait de ce qui nous manque aujourd'hui en Europe, à savoir un grand récit, une vision doublée d'une histoire, un nouveau mythe fédérateur? Non, mais je suis assez d'accord. Et il y en a eu en Europe, et d'ailleurs qui a intrigué les Américains, c'est Rosetta et Philae. Rosetta et Philae, c'est pareil, c'est une sonde qui a été réactivée 10 ans plus tard, et il y avait ce suspense de savoir si elle allait se remettre en vie. Et Philae, c'est un peu la fille de Rosetta qui est allée sur cette comète, etc. Ça a raconté une histoire. Ça a marché parfaitement. Et je me souviens d'une vidéo qui a été faite par l'ESA pour les enfants, qui a cartonné. Et je me suis trouvé aux États-Unis quand cette vidéo a été à l'occasion d'une espèce de congrès où il y avait la NASA, etc. Et les gens étaient un peu scotchés parce qu'il y a eu cette idée que là, pour le coup, l'Europe avait un peu volé la vedette, en quelque sorte, avec une histoire qui se racontait. Enfin voilà, c'était une petite... Et qui était en plus un énorme... un exploit scientifique extraordinaire. Et ça a poussé NASA, par exemple, à remettre les feux sur New Horizons, la sonde qui est allée à Pluton, pour la remettre elle-même dans le truc. Et là, on a bien vu que là, l'Europe, pour une fois, avait touché une corde sensible chez les Américains. Parce que ça racontait quelque chose. Et c'était d'un petit robot avec sa main, un tout petit robot, etc. Mais ça racontait quelque chose. Et la manière dont on le racontait, c'était très important. Moi, je crois à ça. Il faut que ça raconte quelque chose, mais il faut que ça soit aussi en phase avec les attentes. Ça mérite du débat public, tout ça. Et Voyager, ça me touche particulièrement parce que Voyager, moi, c'est un peu ce qui a... Je fais de l'astronomie, etc. Et c'est un peu ce qui m'a orienté vers cette carrière dans le spatial, si on peut dire.
Et il se trouve que je suis membre de l'Académie internationale d'astronautique et celui qui m'a remis mon diplôme, c'est Edward Stone. Edward Stone, c'était le patron du JPL et c'est le papa de Voyager 1 et 2. Et j'étais particulièrement fier d'avoir reçu ce diplôme de ses mains. Je crois qu'il est décédé depuis. Parce que pour moi, c'était l'un des grands hommes du spatial. Déjà, le Grand Tour, alors ce qu'on appelait à l'époque le Grand Tour, j'avais des cartes postales, je ne veux pas faire dans le pathos, mais on avait des cartes postales où on voyait évidemment en montage Saturne, Jupiter, Mars, etc. Et on voyait, et c'était pris par Voyager. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. C'était extraordinaire. À l'époque, on construisait nos propres télescopes, et quand on voyait Saturne tremblotante, enfin, voilà. Pour tous ceux qui ont fait de l'astronomie, Edward Stone, ça a du sens, et voilà. Donc c'est un beau retour sur l'histoire. Merci beaucoup, Xavier Pesco. Merci, Alain. Merci à vous de nous avoir suivis, et à très bientôt.